La chimie a une part très importante dans mon travail photographique. L'île est en train de disparaître parce que l'île perd de 3 à 4 mètres de côte tous les ans. En fait, c'est une galerie vraiment unique, singulière. On y présente vraiment des œuvres et des artistes très particuliers. Ça perturbe, j'aime bien quand ça perturbe un petit peu. Un écrin sonore à la Gacilly, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Quatrième et dernière étape, à la découverte des 3 lauréats du concours Fisheye 2020, Sébastien Leban, Corinne Jourdan, David Barthes. Le garage, Stéphanie Retière-Secret, vous, la directrice du festival Photo La Gacilly, vous pouvez le présenter d'autant plus facilement que c'est un lieu assez particulier. C'est le seul endroit qui ne soit pas végétal. Oui, c'est en fait une galerie vraiment unique. Et ici, c'est la seule friche industrielle de la Gacilly, si on peut parler de friche industrielle. Et partout ailleurs, on est ou dans les ruelles du village ou surtout dans les jardins. Ça fait 17 ans, c'est la 17e édition, cette édition de l'impossible, celle que vous avez réussi à mettre debout. Aujourd'hui, 17e édition, en chiffres, c'est... Eh bien, en nombre d'expositions, on est à 19 projets. Avec, effectivement, là, on est au garage sur un lieu particulier puisqu'on met à l'honneur la jeune création environnementale et humaniste qu'on accompagne, je dirais de manière historique, mais plus marquée depuis 5 ans avec Fisheye, où on met à l'honneur 3 auteurs, 3 jeunes auteurs, ou en tout cas qui démarrent dans le milieu photographique, qui peuvent avoir déjà un parcours avant. Et donc là, cette année, on présente les travaux de Corinne Jourdan, Sébastien Leban et David Barthes. Mais on avait aussi encore un peu de place pour présenter les œuvres des artistes qu'on a accompagnés par le passé. Donc on a une salle dédiée, vraiment rétrospective, de tous les jeunes artistes qui maintenant ont fait un petit bout de chemin. Et on est très heureux finalement qu'ils soient aussi présentés à la Gacilly cet été. Petit exercice, on présente rapidement les travaux de chacun. Alors on a Corinne Jourdan, qui est une photographe qui s'interroge à la fois sur une photographie, mais aussi sa relation à l'environnement, bien sûr, mais aussi dans une démarche presque scientifique. Et Corinne, elle est partie sur les rives du fleuve Rouge en Espagne, un fleuve qui a été pollué et contaminé. Et elle travaille son développement photographique à partir de cette eau contaminée. David Barthes, lui, est parti sur le barrage des Trois Gorges en Chine, qui bien sûr pose la question du drame écologique derrière cette construction, et aussi d'une écriture à partir de documents, d'archives. Il ponctue son voyage photographique de collecte et qu'il réintègre à son œuvre. Le troisième auteur, Sébastien Leban, est dans une approche plus photojournalistique et lui travaille énormément avec la presse. Et Sébastien est parti sur l'île de Tangier, aux États-Unis, qui est une île menacée, de toute façon condamnée. Et sa population, qui historiquement est climato-sceptique, est aussi dans une démarche de soutien aux républicains et notamment à la candidature de Trump, dans aussi une foi profonde, et qui ne veut pas reconnaître la réalité, ne veut pas se faire une raison à son sort qui est inéluctable. À côté du garage, Sébastien Leban, il y a une école. Si je dis qu'il y a une école, eh bien, c'est aussi pour montrer qu'il y a des générations qui arrivent, il y a des générations de photographes qui se succèdent. Date de naissance? 28 mai 1987. Où? À Thionville, en Moselle. Première photo? Première photo, probablement à Thionville, en Moselle.
Si on reste ensemble sur cette idée-là de la génération qui monte et puis de la façon dont on devient peut-être photographe, Sébastien Lebon, c'est intéressant. Il faut faire surgir dans ces cas-là les gens qui vous ont guidé. Ouais, alors je vais aller tout de suite très très haut et très très vite, mais un de mes modèles, de mes références, c'est Raymond Depardon. C'est quelqu'un que j'admire énormément, il a une carrière fantastique, il a tout fait, il a tout vu, il a fait des tapis rouges à Cannes, il a fait des choses formidables dans le désert, il a fait des photos, il a fait des films, il a fait du documentaire, de la fiction, il a fait du portrait, enfin c'est un caméléon qui est extrêmement pertinent, qui réfléchit beaucoup, donc Depardon, et surtout à la base, moi je suis photojournaliste, donc j'ai une approche quand même assez humaine de la photographie, et j'ai toujours en tête le travail de Walker Evans ou Dorothy Lange qui ont été mandatés pour documenter le sud des États-Unis avec les métayers notamment. Et ça c'est un point très très marquant de la photographie sociale qui est très très inspirant. Alors, rebondissons sur ce territoire, celui des États-Unis, celui de ses profondeurs. Vous les visitez, puisqu'il y a cette île qui est encore là, mais plus pour longtemps, l'île Tangier. Alors, comment naît un sujet ? Alors, le sujet est né pendant une de mes lectures. Voilà, tout simplement, je lisais la presse américaine, le New Yorker, il me semble, et j'entends parler de cette petite île assez particulière, menacée par le dérèglement climatique, peuplée de soutiens républicains de Trump, peuplée de religieux fervents, évangéliques. Et je sais pas, j'ai tout de suite vu les éléments d'une bonne histoire, en fait. C'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la controverse, les paradoxes, et le climat surtout, parce que à la base, j'avais en tête de débuter un projet sur les conséquences du dérèglement climatique sur les populations à travers le monde. Et je cherchais le sujet idéal pour entamer ce travail. Et je pense qu'avec Tangier, je l'ai trouvé. You know, in 1928, they had a magazine cover, a major magazine, talking about global cooling. And it's probably getting a little bit warmer, and then in a number of years or decades, it'll get a little bit cooler. But to think that you can't use hairspray in your bathroom because it's going to destroy the ozone, I mean, it's called give me a break. Thank you for our president, Lord, our vice president, Lord. In Jesus' name. Receive it right now, Jesus. Là, on se retrouve dans l'Empire américain, dans ce qu'il a de plus effrayant aussi, cette Amérique qui nous effraie tant. Ouais, exactement. Et l'idée, c'était aussi et surtout de mettre en lumière une zone très riche du monde qui a un impact énorme dans le dérèglement climatique, dans la pollution, et dont les populations considérées comme riches sont aussi en première ligne du dérèglement climatique. C'est des choses qu'on voit un peu moins souvent. Comment on part ? Alors déjà avant de partir, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup de travail en amont, on contacte des gens, on essaie d'organiser, on essaie de réfléchir à comment on veut raconter l'histoire. On s'organise et ensuite sur place, on déroule un fil. On rencontre une personne qui nous présente une seconde personne, qui nous permet de rentrer chez une troisième personne, qui nous raconte quelque chose, et puis une petite anecdote qui va organiser la journée du lendemain. Et voilà, on déroule un fil, on rencontre des gens, on partage leur quotidien, on échange avec eux. Moi, je suis pas là pour les juger, même si je suis pas du tout d'accord avec leurs idées, ni politiques, ni religieuses, mais je suis là pour les observer et puis pour essayer de comprendre comment ils vivent. On comprend ? Ou alors, comment dirais-je, Sébastien Lebon, ils comprennent pourquoi vous êtes là ? Oui, ils comprennent. Ils savent très bien qu'ils sont un objet de curiosité pour la presse et pour les gens qui sont extérieurs. Cela dit, ils essayent aussi de rester droit dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'ils ne plient jamais. Ils sont persuadés du bien fondé de leurs idées politiques et religieuses et ils n'en démordent jamais. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour les faire changer d'avis. Alors que ce sont les dindons de la farce ? Complètement. Et c'est ça la tristesse dans cette histoire. On peut expliquer pourquoi ? Parce que l'île est en train de disparaître, parce que l'île perd 3 à 4 mètres de côte tous les ans, parce qu'elle est située dans la baie de Chesapeake, à 160 km de Washington DC,
Et c'est une zone dans laquelle les eaux montent environ 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Donc la moyenne, c'est environ 2,5 mm. Dans la baie de Chesapeake, ça approche les 5 mm par an. Donc c'est très rapide. Et c'est très visible surtout. Et quand je dis dindon de la farce, c'est que ils ne savent pas qu'ils ne vont pas être aidés. Ils pensent, ils espèrent, ils sont convaincus qu'ils vont être aidés à la fois par Dieu, qui occupe la majorité de leur journée, et surtout par Trump. Il y a une petite anecdote assez sympathique qui est CNN, je crois, est venu faire un reportage à Tangier en 2016. Donc le reportage est diffusé sur la chaîne. Un des conseillers de Trump voit ce petit sujet et décide de passer le mot au président. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Trump a téléphoné en personne au maire de l'île, qui s'appelle James Eskridge, pour lui assurer de son soutien infaillible, de lui promettre de débloquer des budgets pour construire des digues et permettre à l'île de survivre plus longtemps. Mais évidemment, tout cela n'est jamais arrivé. Et pour autant, il continue à le soutenir. Moi, j'y étais en 2018 et il commençait déjà à planter des panneaux et à porter des t-shirts avec inscrit Trump 2020. 75 years ago this week, our brave United States Marines landed on the shores of Iwo Jima. America is truly a land of heroes. Brave people, great people. This is a truly incredible time for America. We have the best economy in our history. We are in the midst of the great American comeback. That's what we're doing. Our country is stronger today than ever before. And ladies and gentlemen, the best is yet to come. Et puis, autre élément, on est là sur à chaque fois des énoncés paradoxaux qui sont presque, on peut presque en sourire. Une des photos montre, je ne sais pas quel oiseau, niche sur cette croix qui est plantée dans une zone que l'on pourrait considérer comme étant déjà envahie par les flots, qui surgit donc d'un peu nulle part. Mais cet oiseau, il ne le sait peut-être pas, mais lui, on va le protéger. Oui, absolument. Alors déjà, ces croix ont été installées tout autour de l'île, dans les zones marécageuses, par le maire lui-même, qui est un fervent chrétien. Donc il s'est amusé à planter des croix dans les zones marécageuses avec des petits messages. Sur celle-ci, c'est marqué « Christ is life », donc le Christ, c'est la vie. Et oui, cet oiseau a la belle vie comparé à la communauté de Tangier, puisqu'il y a une île qui est située à peu près à 5 km de Tangier, qui s'appelle Poplar Island, et qui a été sauvée par les autorités locales. C'est-à-dire que c'était une île qui n'était pas habitée, mais qui était transformée en réserve naturelle, où les oiseaux et toutes les différentes espèces qui y vivent sont désormais protégés. Et le gouverneur local a débloqué plusieurs dizaines de millions de dollars pour protéger cette île. Donc autant vous dire que c'est un peu resté en travers de la gorge des habitants de Tangier. Qui doivent se manifester là par l'intermédiaire de ces alizés qui soufflent en permanence ici. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est que la nature est convoquée par ce festival, les relations que l'homme peut entretenir avec elle, qui sont douloureuses, conflictuelles, parfois navrantes, désespérantes. Vous prenez la terre comme étant une vaste zone inondable. C'est un peu ça. Mais c'est un peu la réalité aussi, puisque les côtes à travers le monde sont les premières lignes de la guerre qui est en train de se jouer. C'est-à-dire les côtes de l'Atlantique, les côtes du Pacifique vont être les premières à être impactées, et toutes les populations qui y vivent. Et en plus des problèmes d'érosion et de houle, les terres sont plus régulièrement inondées par de l'eau salée qui empêche les agriculteurs d'y planter et d'y faire pousser quoi que ce soit. Sébastien Leban, il y a quelque chose qui a effectivement séduit ce jury, Fish Eye, c'est l'ensemble d'une démarche avec vos deux autres comparses. Vous êtes ici exposés tous les trois. Vous êtes devenus des amis ou vous êtes encore en train de vous regarder en chaîne faïence? Non, on s'est rencontrés hier, on s'entend très bien, on partage plein de choses. Et je pense que comme notre photographie est complémentaire par les approches qu'elle présente, nos personnalités le sont aussi. Exercice alors. Racontez-moi de quoi parlent les autres travaux exposés.
Alors, le travail de Colline s'intéresse au Rio Tinto, qui est un fleuve en Espagne, qui est pollué par des mines qui le bordent. Et ce qui est intéressant dans le travail de Colline, c'est la photographie qui est à la fois documentaire et plasticienne, c'est qu'elle récolte l'eau du fleuve pour l'intégrer à la chimie du développement de ses films. Et donc ça donne des résultats très très intéressants de déformation, de chimie, de gélatine. C'est très très chouette. Le vent s'est levé. La pluie a commencé à tomber un peu sur le garage. Colline Jourdan, on s'est réfugié à la maison de la photo à la Gacilly. Je ne sais pas si on a affaire avec vous à une photographe ou une alchimiste, à moins que les deux soient totalement recevables et puissent se marier, puisque c'est ce que vous faites, à la perfection. C'est vrai que la chimie a une part très importante dans mon travail photographique. En tout cas, c'est le moyen pour moi avec lequel j'arrive à dialoguer en fait avec le paysage. C'est que je vais faire dialoguer des éléments prélevés dans ce paysage avec la chimie photographique, de vraiment avoir ce corps à corps entre eau de fleuve, eau polluée, eau contaminée avec cette chimie photographique et du coup intervenir dans le médium même d'écriture de l'image au moment vraiment du début de l'apparition de l'image. Comment on fait pour rendre la chose non pas plus poétique, mais moins technique? En gros, votre objet, ce Rio Tinto, là-bas, non loin d'ici, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, c'est effectivement un fleuve pollué. Donc celui-là, c'est surtout des métaux lourds qu'on trouve à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on y trouve majoritairement du cuivre, parce que le Rio Tinto se trouve dans une région minière qui a été au XIXe siècle quand même une des plus grandes mines de cuivre du monde. Et donc ce cuivre, et en même temps ce fer, ce plomb, cet aluminium, parce que quand on trouve un métal rare, un métal lourd, on en trouve souvent plusieurs, sont venus vraiment façonner le paysage, ont imprégné l'eau du fleuve, en ont jusqu'à changer même sa couleur. Il est devenu vraiment d'un rouge vif, un rouge profond. Et du coup, grâce à ça, ce fleuve a pris une identité forte dans ce paysage. Et en plus d'être rouge, il est d'une extrême acidité. Il a un pH de 2,4. Rien ne peut survivre dans ce fleuve, hormis une petite algue qui est la seule à pouvoir survivre. Mais sinon, je n'y ai vu aucun poisson, aucun végétal autour sur ces berges. Il n'y a vraiment qu'un seul habitant de ce fleuve. Et du coup, j'ai beaucoup voulu travailler avec ce fleuve-là et de voir comment est-ce que photographiquement on pouvait travailler avec lui et pas que sur lui. Curiosité peut-être pour nous de savoir comment, Colline Jourdan, vous êtes arrivée à 27 ans, et donc un peu plus tôt encore, puisque 27 ans c'est l'âge auquel on vous trouve là devant nous, à vous intéresser à un sujet si grave et si désespérant. J'ai toujours eu un intérêt vraiment pour la question environnementale, avec cet intérêt tout particulier de l'intoxication de nos territoires. Moi, ce qui me révolte aussi, parce que ça part d'une révolte personnelle, c'est vraiment ce toxique qui est présent partout de manière plus ou moins visible, et le fait qu'il y ait beaucoup de lobbies aussi derrière qui essayent de le rendre encore moins visible qu'il ne l'est déjà.
et de voir comment est-ce que par le médium de la photographie, qui est un médium du visible, comment est-ce qu'on peut rendre cette toxicité visible et du coup la rendre sensible, y sensibiliser les personnes qui vont voir ces images. Et donc c'est ce qui m'a amené petit à petit sur les berges du Rio Tinto pour ce projet photographique. Les Noirceurs du fleuve Rouge est un projet qui débute dans le bassin du Rio Tinto en Espagne. Le fleuve, sous l'activité minière de l'homme, se teinte rouge et devient acide. Pour en rendre compte, je redouble le processus de révélation photographique par l'ajout d'eau du fleuve lors du développement de la pellicule. On a vu des photographes contemporains, dont un photographe chinois très connu, qui lui travaillait avec son sang. Oui, c'est vrai que je trouve très intéressant dans cette volonté de justement de modifier l'eau au moment du développement par l'ajout d'autres choses. Donc cet autre artiste travaille avec son propre corps. Moi, je trouvais plus intéressant de permettre un dialogue en fait avec le paysage, c'est-à-dire que le paysage ne soit plus seulement le sujet de la photographie, mais aussi soit actif dans cette photographie, c'est-à-dire que en rajoutant l'eau au moment du développement de l'image, lui-même va pouvoir avoir une action sur sa propre présentation et ainsi ne plus seulement être passif et vraiment devenir l'acteur de la création du paysage. Et que devient la photo? Autre chose. La photo devient parfois une œuvre presque plus assimilable à un tableau, de l'art plastique. C'est une approche plasticienne qu'on pourrait qualifier de plus plasticienne de la photographie. Ces photographies sont à la limite du visible. Le paysage est vraiment en train de survivre. En fait, il essaye de survivre à l'action de ce fleuve sur la pellicule. Donc il y a vraiment aussi une performance du paysage contre la disparition. C'est ça aussi qui m'intéressait sur cette volonté de travailler avec le fleuve, c'est de voir comment est-ce qu'ensemble on peut créer une autre image de son territoire, une image qui permette aussi de raconter toute la contamination, toute la toxicité qui n'est pas visible mais qui néanmoins continue de façonner le paysage et de faire là aussi disparaître la biodiversité qui l'entoure et voilà, d'avoir vraiment une image qui soit dans la résistance face à la disparition. Il y aurait environ 300 000 sites pollués, une dette accumulée depuis la révolution industrielle. Derrière des paysages bucoliques se cachent parfois des bombes à retardement. Et si la photo était un acte de résistance? La photo est un acte de résistance, la photo est un acte politique et je pense que c'est un médium qui pour moi a toute sa place aujourd'hui dans les actes de résistance et aussi dans les actes de révolution. Comme je le disais, voilà, moi la question du toxique est une question qui me révolte et la photographie me permet de montrer cette révolte et de montrer cette chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Colline Jourdan, vous nous avez dit, je crois que c'est politique, malheureusement. Ça veut dire que le politique ne réagit pas et que là, on se retrouve devant une situation où, à nouveau, le photographe est un lanceur d'alerte. Je pense que c'est très compliqué la question politique dans ces lieux-là parce que, mine de rien, la réhabilitation de ces lieux-là, ça coûte très cher. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a une sorte d'omerta liée à la pollution. C'est vrai que je suis rouennaise, donc je me suis pris Lubrizol en pleine face au mois de septembre l'année dernière. Et de s'entendre dire « tout va bien, ne vous inquiétez pas, la qualité de l'air est normale » quand sortir de chez soi, avoir des maux de tête et des envies de vomir. Je pense que maintenant, le citoyen face aux politiques a juste envie d'une certaine honnêteté, c'est-à-dire que oui, c'est dangereux, oui, il y a une pollution. Pour l'instant, on n'est peut-être pas forcément en capacité de faire quelque chose, mais au moins de l'admettre. Ici, il y a ceux qui, comme vous, travaillent, Colline Jourdan, sur ces dégâts qui sont considérables, sur ces marquages qui sont indélébiles, sur cette pollution passée. Et puis il y a ceux qui vont aussi essayer de lutter contre ce qui est en cours. Comment vous évaluez votre complémentarité qui se retrouve là sur ces murs finalement des lauréats du concours Fish Eye?
Je pense qu'il y a cette importance de la temporalité, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois passé, qui est ancré dans un passé, un présent et un futur. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme moi, avec les mines, qui sont faites dans le passé, mais qui continuent d'avoir des conséquences maintenant et qui vont continuer d'avoir des conséquences. Et à quel moment, en fait, on arrête, on essaye un petit peu de sensibiliser à ces questions-là en ayant des travaux qui s'intéressent à d'autres temporalités. De l'autre côté, des murs, vous êtes au milieu, vous, dans cet espace du garage, Colline Jourdan, il y a le monumental barrage des Trois Gorges par David Barth. Là aussi, on a une approche aussi que je trouve moi très intéressante aussi parce que David a une approche aussi plus plasticienne de la photographie, donc moi qui me touche aussi énormément, qui est ce barrage quand même qui a modifié même le temps de rotation de la Terre. Il nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le poids de l'eau, du cours de l'eau modifié par ce barrage des Trois Gorges, en fait, a modifié de 0,06 secondes le temps de rotation de la Terre sur elle-même. Garage, il y a d'espace que vous, David Barth, partagez avec les deux autres lauréats du prix Fish Eye. Enfin, quand je dis lauréat, je me trompe. Disons que je crois qu'il cherchait trois écritures assez différentes sur une thématique qui est, je pense, très, très importante pour l'Agassilie, qui est l'environnement et l'écologie. Et du coup, je crois qu'on répond tous les trois d'une manière complètement différente à la même chose. Si on commençait par parler des autres. En fait, je te parlerai d'une chose qui me paraît assez importante, c'est qu'en fait, tout est politique et qu'un travail d'artiste, c'est un travail de positionnement. C'est un choix de se définir dans le monde et de voir les choses d'une certaine manière. Et pour Colline ou pour Sébastien, l'importance, c'est aussi d'avoir une vision qui ramène toujours l'être humain à quelque chose d'infime par rapport aux dégâts qu'on est capable de faire. Et le vent qui souffle aussi, c'est l'intérêt du festival, c'est que tout est en plein air, même si ici, on est dans une friche industrielle qui était un ancien garage. Vous avez vu que derrière vous, il y a encore des inscriptions sur le mur, certainement qui portent des indications pour des découpes de bois, de tôle, que sais-je. C'est un garage, c'est peut-être les dimensions des voitures. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est un peu dans l'urbex. Qu'est-ce qu'on appelle l'urbex ? L'urbex, c'est urban exploration. Voilà, c'est l'exploration urbaine, c'est redécouvrir des endroits qui ont été abandonnés par l'homme. Si on abandonne une ville, il y a des villes abandonnées dans le monde, les villes se retrouvent submergées par la nature. Puisque vous évoquez, David Barth, ces villes qui peuvent disparaître quand on s'en occupe plus, il y en a une qui vous a intéressé de situation, c'est quand on fait disparaître des paysages entiers, quand on les engloutit sous les flots. Je veux parler de ce travail que vous avez fait avec le barrage des Trois Gorges en Chine. Alors tout à fait. En fait, ce qui était intéressant avec le barrage des Trois Gorges, c'est que ça remontait l'eau du Yangtze, qui est le 3e plus grand fleuve au monde et le plus grand fleuve de Chine. Enfin, ça fait un énorme bassin de rétention d'eau qui maintenant a fait disparaître tout ce qu'il y avait dessous à cet endroit-là, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes, 1600 villages. Et on se retrouve avec un paysage qui a totalement changé, une biodiversité qui s'est pas mal appauvrie, et surtout la population elle a été déplacée et tout ce qu'il y avait dans cette vallée-là, qui était 30% de l'agriculture quand même chinoise pour pouvoir nourrir la population, a disparu, et maintenant on se retrouve les Chinois ont reporté leur agriculture dans les greniers en Afrique. Protégeant le barrage des Trois Gorges sur le cours du fleuve Yangtze. La démolition de cette digue
signifie que le barrage des Trois Gorges a de fait commencé à contrôler lui-même les eaux du fleuve avec 2 ans d'avance sur le calendrier. Les ingénieurs ont déclaré que l'opération était un plein succès. Comment s'exerce votre regard, celui du photographe David Barth, devant un problème aussi majeur, aussi colossal? Alors, en fait, je pense que je vais plutôt poser des questions au spectateur quand je fais ce travail-là, de lui proposer une certaine manière de voir les choses, et pas, je ne veux pas le cloisonner en lui disant c'est comme ça. Ce que je veux, c'est essayer d'ouvrir un petit peu plus les esprits en me posant des questions sur, par exemple, quel est le rapprochement que je peux faire entre la propagande qu'il y avait avant, la propagande chinoise, qui était il fallait être un bon travailleur, c'était les stars de l'époque, c'était les super-héros chinois en fait. Et aujourd'hui, le consumérisme de masse qui est là-bas et qui est aussi dans la même lignée, c'est-à-dire les Chinois sont toujours dociles et pensent toujours que c'est ce qu'il faut faire. Le gouvernement chinois, par exemple, demande à la population d'être dans la consommation à outrance, parce que grâce à ça, grâce au téléphone, grâce à tout ce qu'il peut avoir de nouvelles consommations, le gouvernement arrive à être dans un contrôle total de la population. Il y a un truc qui s'appelle le social ranking, qui est le crédit social, qu'on a par exemple par les téléphones portables, où chacun se note quand, par exemple, on va au restaurant, on prend un taxi, ou que notre voisin dit du mal de Xi Jinping, eh ben on va le noter bien ou on va le noter mal. Et à partir de là, on se retrouve à, par exemple, si on veut aller voir sa famille à l'autre bout du pays, ben, si on est mal noté, on ne pourra pas acheter de billets d'avion, on ne pourra pas acheter de billets de train. Alors ce que vous nous dites là pour décrire la société chinoise telle qu'elle est devenue, dans ce contrôle social un peu inquiétant, même terrorisant, ce n'est absolument pas des choses qui apparaissent dans vos photos où ces corps sont comme flottants, en mouvement, animés. C'est plutôt un entre-deux. Parce qu'il y a quand même, c'est une très grande ambivalence. Il y a aussi une où, par exemple, ce sont des gens qui téléphonent, qui braquent leur téléphone dans le ciel pour, en fait, ils sont en train de photographier le pic de la déesse. Le pic de la déesse, c'est assez rigolo. Ça vient d'un ballet qui était dans les années 70. C'est un ballet de propagande chinoise qui était fait pour le gouvernement à l'époque. Et il l'avait filmé, je crois, à l'époque. Et j'ai retrouvé certaines images dans un des musées. Et j'ai voulu réintégrer ces images dans le paysage contemporain pour montrer que finalement on n'a pas changé. On est toujours dans... aujourd'hui on est dans la propagande de la consommation des téléphones portables, de Netflix, tout ça. Et qu'avant il y avait aussi cette propagande-là qui était plus directe. Et du coup, maintenant, nous, avec le recul, on se dit, ben non, c'était pas bien. Et on n'a pas encore le propre recul sur la 5G, on n'a pas le propre recul sur ce qu'on pourrait avoir sur les téléphones portables, à travers la consommation, à travers la propagande. Je me pose ces questions-là. Pour revenir sur ce pic de la danseuse, qui est une photo noir et blanc, oui. assez classique d'ailleurs, géologiquement. Le Yangtze est juste là, à 3 cm en dessous. Et alors, vous avez effacé le Yangtze, ça? Non, voilà. il n'était pas cadré. Mais j'imagine que tout ça est volontaire. Oui, mais en même temps, je me suis dit, ben, c'est le pic, qu'est-ce qu'ils photographient? C'est ça. Ils s'en foutent de savoir où c'est, ils veulent le montrer, et une fois qu'ils l'ont vu, ça disparaît. Et vous leur offrez une danseuse. Et moi, je leur mets la danseuse par-dessus, parce que je trouve ça intéressant de délocaliser les choses aussi, et de sortir du classique. En fait, ça perturbe, j'aime bien quand ça perturbe un petit peu. Ce serait ça une des définitions de la photographie telle que vous la pratiquez? Ça serait une définition de la vie entière, je crois, pas que de la photo. Un écrin sonore à la Gacilly. Fin de notre 4e et dernière étape d'un voyage sonore dans la 17e édition du festival photo La Gacilly, ouvert au public jusqu'au 31 octobre 2020 pour une promenade en toute sécurité au milieu des 18 expositions de l'édition Viva Latina et ses 600 photographies grand format, sauvées des eaux troubles d'un virus pernicieux. La visite est gratuite et a un sens. Pour toute information, rendez-vous sur le site festivalphotolagacilly.com. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer et tous les agrégateurs. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Faites circuler et partager. Un seul espoir en cette fin de parcours réalisé par le studio Écran Sonore, qu'aucun vent contraire ne nous empêche toutes et tous de nous retrouver sous les chênes centenaires de la Gacilly l'an prochain.
pour la 18e édition. Merci à toute l'équipe de ce festival unique de nous avoir accueillis en leur sein pour entamer notre gacilisation du monde.